Cancún, une ville mexicaine située dans l'état du Quintana Roo, au nord-est de la péninsule du Yucatan, connue mondialement depuis de nombreuses années comme étant la capitale du tourisme de masse dans la Caraïbe. Pour attirer encore plus de touristes, Cancún a su créer dans ses eaux profondes et cristallines de Manchones un nouveau bijou culturel, touristique et écologique, le Mussa, premier musée aquatique de la Caraïbe. Tout commence avec un homme, Roberto Diaz, fondateur et manager du site. Tous les matins à 8 h, nous faisons partir les premiers bateaux avec les touristes pour le Mussa Tour. La plupart d'entre eux effectuent des plongées en bouteille et certains en apnée pour découvrir le site. L'un se trouvant à Manchones, à 45 minutes de navigation au large de Cancún, à une profondeur de 10 mètres. Et l'autre, à Misuc, qui est un peu plus proche de la marina, à une profondeur de 3 mètres, plus accessible aux plongeurs en apnée. Nous voilà maintenant à Manchones, la zone la plus large du musée, constituée de 475 sculptures réalisées par 6 artistes différents. Cette salle d'exposition fictive sous-marine, nous l'avons appelée la Révolution silencieuse. Dans cette installation, 450 des 475 sculptures présentes ont été réalisées par notre tout premier artiste, Jason Taylor. Projet ambitieux qui comporte certains risques et qui demande de mettre toutes les structures en sécurité. Les sculptures sont placées de manière très précise, afin qu'elles soient toujours protégées des ouragans et des courants fortement présents dans cette région. Nos équipes les ont donc placées exactement là où nous l'avions planifié. Pour nous assurer qu'elles ne bougent pas et ne soient pas endommagées par des phénomènes naturels, nous les avons ancrées avec des pieux d'1,50 m enfoncés directement dans le plancher océanique à un angle de 45 degrés, ce qui solidifie l'ensemble de la structure. Projet technique, artistique et humain, un véritable défi. Trouver les artistes capables de créer les statues, les structures pouvant résister aux conditions sous-marines de la région. Après avoir effectué des recherches sur de nombreuses années, Jenna, la responsable artistique du Mussa, a su trouver un artiste, Jason Taylor, pour lancer le projet. Concernant les artistes, il n'a pas été facile de les sélectionner, car il s'agissait de trouver des personnes capables de respecter toutes les caractéristiques techniques et artistiques que demande un tel projet. C'est pour cela qu'en 2011, nous avons décidé d'initier un concours mondial nous permettant de choisir les plasticiens pouvant mener à bien le projet, car il s'agit d'un travail unique pour réaliser notre collection. Des œuvres originales, une collection colossale à couper le souffle, à découvrir à plus de 10 mètres de profondeur, mais dont le succès et l'intérêt reposent sur le choix des modèles et l'implication des habitants d'un petit village de pêcheurs. Notre autre challenge était de trouver des modèles pouvant caractériser les objectifs artistiques que nous nous étions fixés. Avec l'aide de Jason Taylor, nous nous sommes donc orientés vers des personnes vivant à Cancún, comme des pêcheurs, des enfants, des femmes, des étudiants, des marchands et parfois même des touristes voulant se prêter au jeu, qui aujourd'hui font partie de notre collection La Révolution silencieuse. Pour retrouver ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont prêté leur corps à ce projet fou, nous nous sommes rendus dans le petit village de Puerto Morelos, situé à environ 45 minutes du centre touristique de Cancún, pour y retrouver un petit homme d'1,62 m, pêcheur de profession devenu célèbre grâce à sa statue. Je me promenais un jour le long du rivage avec Jason. Bien que nous travaillions ensemble, nous n'avions jamais vraiment eu de conversation. Et soudainement, ce jour-là, il m'a dit « Hey Charlie, tu voudrais pas poser pour moi ?» Je lui réponds « Poser pour toi ? Comment ?» Il m'a répondu qu'il créait un projet de sculpture et qu'il voulait que je fasse partie de ce projet en posant pour lui. Quoi ? Vraiment ? Mais pourquoi moi ? Jason me répondit « Bah, tu ne vois pas que tu es le modèle parfait pour ça ? ¿Por qué te fijas en mí? No es que tú eres la persona ideal. Ayúdame. Y
Et finalement, je lui ai dit ok, pourquoi pas, faisons-le. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé couvert de graisse et de matière en tout genre. J'ai dû rester figé comme ça pendant de nombreuses heures. Ils ont pris énormément de photos. C'était génial, j'étais trop content, c'était rigolo. À aucun moment, je n'ai ressenti de la fatigue. J'étais trop fier de faire partie de ce projet, sachant qu'on faisait une statue à mon effigie. Nous poursuivons notre route en compagnie de Jenna pour aller en direction de l'atelier où les artistes plasticiens travaillent, façonnent le béton, le ciment, l'argile, le silicone et la fibre de verre afin de réaliser de nouvelles œuvres qui rejoindront sous peu les fonds marins de Cancún au large d'Isla Mujeres. Là, nous roulons en direction de l'atelier de fabrication du musée, lieu stratégique où nos artistes travaillent sur leur création. D'ailleurs, en ce moment, il y a un artiste d'origine cubaine qui travaille sur de belles œuvres. Il est important pour nous de réaliser ces visites à l'atelier pour nous assurer que les artistes présents ne manquent de rien pour pouvoir continuer le processus de production et de fabrication. C'est derrière ces énormes portes de fer martelées que nous découvrons les futurs projets monumentaux qui rejoindront les salles d'exposition sous-marines du Moussa. À la baguette depuis quelques mois, un artiste cubain, Elier Amado Gil, qui a succédé à Jason Taylor. Généralement, les matériaux que nous utilisons sont en premier la résine et le silicone. Bien plus tard, une fois la structure finie, nous la remplissons d'un béton spécial. En fait, pour moi, il est intéressant de travailler sur un tel projet, car c'est la première fois que l'on m'offre un tel espace d'exposition. En plus, sous l'eau, vous imaginez que mes sculptures vont bientôt se retrouver dans un endroit unique. C'est irréel. Des statues ou des ensembles pouvant peser de 350 kg à 1,5 tonnes. Comment organiser cette logistique ? Transport terrestre, maritime et immersion. Toute une série d'étapes réalisées avec sécurité et minutie. Une mise en œuvre pharaonique supervisée par Francisco. Le transport de sculptures, qu'il soit routier ou maritime, est extrêmement délicat. Nous devons nous assurer de leur transfert en toute sécurité, de l'atelier à notre plateforme de navigation jusqu'à sa zone d'immersion. Il nous faut environ 6 personnes pour nous assurer du déroulé de l'opération. Aujourd'hui, pour vous montrer le processus, nous ne sommes que 3 puisque nous allons manipuler une sculpture d'environ 350 kg faite d'un mélange de béton spécial conçu pour faciliter la transplantation du corail. Nous avons jusqu'alors manipulé des structures de taille, de poids et de formes différentes, telles que des personnes, de larges maisons, des tortues, voire même des voitures. Le plus important est de faire très attention durant les différentes manipulations pour ne pas mettre en danger ni les hommes, ni les sculptures que nous ne voulons pas endommager. Plus d'1 500 000 $ ont été investis par l'État mexicain, accompagnés également par des donateurs privés, pour faire des recherches environnementales, choisir les meilleurs sites et commencer à financer les premières œuvres d'un projet que Roberto Diaz souhaite voir un jour figurer dans le Guinness des records. Mon objectif est de pouvoir mettre en place 10 000 sculptures dans le musée, car nous disposons d'un espace immense. Nous avons aujourd'hui près de 10 000 hectares mis à notre disposition, et nous n'en occupons actuellement que 5%, le reste n'étant que sable et rochers. D'un autre côté, réussir à atteindre le chiffre de 10 000 sculptures en 10 ans nous permettrait de battre le record détenu par la Chine avec 8 000 sculptures et rentrer ainsi dans le Guinness des records. Il est vrai que pour créer notre musée, nous avons réalisé de nombreuses études pour définir les zones adéquates et respecter l'environnement. Pour cela, nous avens fait appel à Jaime González, l'un des scientifiques les plus reconnus au Mexique dans les domaines tels que l'élevage du corail et sa parfaite connaissance des fonds marins de la région. Il s'est donc chargé des études scientifiques, financées en partie par l'État et par des fonds privés. Un défi de taille,
car il s'agit d'un projet écologique et environnemental qui devait répondre à plusieurs questions. Comment refaire vivre une zone de coraux fortement détruite par l'ouragan Wilma en 2005 ? Et comment réussir à implanter des souches de coraux sur des matériaux inertes tels que le béton ? L'une des raisons essentielles qui m'ont poussé à adhérer à ce projet est la forte perte des coraux dans la région, constatée après le passage de l'ouragan Wilma. C'était pour nous une belle opportunité de recréer cet espace naturel, cette biodiversité, sur la base de fragments de corail. L'idée étant de les régénérer, de les faire grandir et de les réintégrer dans leur espace naturel sur du récif artificiel. D'où l'idée d'établir en parallèle une ferme de coraux et, suite à nos nombreuses recherches, nous avons établi un taux de réussite de 60 à 70%. Mais depuis 2013-2015, notre succès est incroyable puisque nous sommes arrivés à 97-99%. Pratiquement aucune de nos repousses ne meurt. Bien au contraire, elles évoluent dans un milieu naturel, bien que parfois artificiel. Alors il est clair qu'aujourd'hui, l'idée du musée sous-marin a un double succès, touristique, mais je crois avant tout écologique. Transformer des corps morts en matière vivante, pouvant accueillir tout un écosystème stable. La preuve de ce succès caribéen, c'est qu'environ 750 000 touristes plongent chaque année au large de Cancun à la découverte de ce qui semble être le plus grand musée sous-marin au monde, le Musa.